Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. Et à la une ce soir, un meurtre dans le quartier de Yoff Layène. Lamine Ndoye, un joueur de football en vacances au Sénégal, a été mortellement poignardé par un vendeur de chapelets. Une simple altercation serait à l'origine de ce drame. Lamine Ndoye, Modou Diop, Serigne Kosso Mbacké, le petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, s'est exprimé sur ces récents meurtres. Il invite le peuple sénégalais à plus de foi. Vous l'entendrez dans ce journal. Et le 9e Forum mondial de l'eau aura lieu à Dakar en 2021. Plusieurs autorités viennent de se réunir pour le préparer. De grands enjeux s'annoncent déjà. Et comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir un métier. Cette semaine, nous partons donc à la rencontre des techniciens de laboratoire. Une profession aussi passionnante que dangereuse. Vous verrez pourquoi. Voici pour les titres, soyez les bienvenus. Et comme je vous le disais, un jeune joueur professionnel du nom de Lamine Ndoye qui évoluait dans le championnat portugais a été mortellement poignardé. Le drame s'est produit hier dans le quartier de Yoff Layène près de la mosquée. À l'origine, une altercation entre le jeune footballeur et un vendeur de chapelets qui a été arrêté par la gendarmerie suite au meurtre. Parents et amis ont livré leur témoignage sur le jeune sportif qui était de passage pour des vacances en famille. Le point tout de suite avec Eladji Moussabeï. C'est l'émoi et la consternation à la maison mortuaire sise au quartier Layène, localité où le drame s'est produit. Un fervent croyant, son père raconte les derniers instants qui précèdent la tragédie. Je suis sorti l'appeler pour le déjeuner, mais hélas, il était déjà parti. Je suis revenu et c'est après que j'ai fini de manger, les 10 minutes qui ont suivi, qu'on est venu m'annoncer la nouvelle. J'ignorais même qu'il avait succombé à sa blessure. C'est à l'hôpital que j'en ai eu le cœur net. Alors, En plus d'être un fils remarquable, Lamine était également joueur professionnel et évoluait au championnat portugais. C'est un ami impeccable qui souscrivait aux exigences de la religion. Il n'avait autre occupation que le football et la religion. Et il nous y conseillait. Peut-être 11 buts parce qu'il a gagné. Il est resté peut-être un mois. Ou un peu plus footballul benn bi cheville la benn bi déchirure musculaire. Meilleur joueur de la saison 2017 du championnat navétan de la zone 6 de Yoff, le jeune prodige a fini par marquer ses empreintes dans son fief. Lamine ne savait pas que jouer. Il était également très pieux. ndaw lu dëkk di jaamu yàlla saa su ne deful woon leen lu dul yitte lu dul footballam bi ak jaamu yàlla loolu rek la nekkoon fii. Il était très pieux et il faisait beaucoup le zikr. Et quel zikr? Zikr bi gën a màgg kalimatu laa ilaha illallah moom la doon def ba am na bés sax maa ngi koy tooñ ma ne ko Lamine kalimat bii nga jël mu ne ma ko yow des na tuuti loo doon football de. C'est un nouveau meurtre qui vient ainsi rallonger la liste du nombre de cas relevés dans la capitale. Lamine Ndoye s'en est allé pour de bon, contraint à mettre un terme à une belle carrière sportive internationale. Son bourreau se trouve actuellement dans les liens de la détention. Voilà, et autre drame qui a ponctué l'actualité de cette semaine, la mort du commerçant de la Médina Modou Diop qui suscite de vives réactions depuis hier. Plusieurs membres d'associations des droits de l'homme s'indignent contre les forces de l'ordre et l'État sénégalais. Pour eux, une plainte à déposer auprès des Nations Unies n'est pas à exclure. Rappelons que Modou Diop serait mort suite au coup asséné par la police durant sa garde à vue. Reportage Abdoulaye Ndiaye. La police sénégalaise fait encore parler d'elle, non en bien, mais plutôt en mal. Ces hommes détenus qui sont censés protéger les populations sont très souvent cités dans des cas de bavure entraînant mort d'hommes, comme c'est le cas récemment avec le commerçant Seck Ndiaye à la Médina, un acte audio décrié par les droits de l'homiste. En tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous dénonçons la diffusion d'images dans les réseaux sociaux qui montrent d'horribles
images de sang, etc. Donc, d'abord, je rappelle que la vocation de la police est de protéger les biens et les personnes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que, en tout cas, les cas de torture qui sont notés au niveau des commissariats sont devenus récurrents. D'ailleurs, même des cas de torture qui aujourd'hui entraînent, en tout cas, la perte de vie d'honnêtes citoyens. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dénoncer. Pourtant, dans la Convention des Nations Unies contre la torture, le Sénégal est signataire. C'était le 10 décembre 1984. À cela s'ajoute celle relative à notre code pénal. Donc on a signé cette convention-là et nous l'avons ratifiée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas admettre un pays en tout cas qui a eu à signer cette convention qu'on puisse noter aujourd'hui des tortures ayant entraîné en tout cas la mort quand même d'honnêtes citoyens. Notre code de déontologie de la police et de la gendarmerie de 2014 qui stipule qu'une personne, n'est-ce pas, lorsqu'on doit l'arrêter, ça, avant même d'utiliser les armes ou bien des menottes, il faut que soit cette personne-là mette en danger les autres. Plus loin, ces droits de l'homiste déplorent les enquêtes classées sans suite dans de pareilles situations. Face à ces dérives, ils interpellent directement l'État du Sénégal. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des cas où il y a de supposées enquêtes qui ont été ouvertes, ces enquêtes-là n'ont donné, en tout cas aucune suite n'a été donnée à ces enquêtes-là. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'adonne à ces actes barbares, c'est des gens qui aujourd'hui circulent librement, aucune sanction en tout cas n'est donnée. Mais également, il faudrait que le procureur de la République s'autosaisisse pour qu'une enquête minutieuse soit ouverte. Pour dire halte à ces multiples actes de torture, ces défenseurs des droits humains ne comptent pas arrêter en si bon chemin. Ils envisagent de porter plainte contre l'État du Sénégal auprès des Nations Unies. Voilà, et les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas les seules à s'indigner face à ce drame. Les commerçants condamnent également de plus en plus ce qu'ils jugeaient être une bavure policière. Au marché Tilène de Dakar, par exemple, on demande à l'exécutif de prendre toutes les mesures nécessaires pour que justice soit faite. Sur place, Chantal Badji. Modou Diop, plus connu sous le sobriquet de Seck Ndiaye, un jeune commerçant battu à mort par les forces de l'ordre à la Médina, selon la population. Les commerçants du marché Tilène dénoncent cet acte jugé barbare et qui commence aujourd'hui à prendre de l'ampleur. Il faut qu'on sanctionne, que ce soit la police ou la gendarmerie. Même les chefs d'État doivent être sanctionnés s'ils commettent des erreurs. La loi est là pour tout le monde. Elle doit être aussi appliquée à tout le monde. yir seen alal mais defuñu ko wax dëgg yàlla gis nañ ne njuumte yi bari na. dama ne ñoom ñoo war a doon suñu sécurité quoi. Je ne pense pas que quelqu'un qui doit gérer ta sécurité peut se permettre de te torturer. loo xam ne loraange lay doon quoi. police man yaakaar naa ne dañ ko yónni pour mu ñëw jël si. La police, elle est là pour notre sécurité, mais pas pour tuer les gens. Ce n'est pas du tout normal. Sécuriser bu ñu demee bay jël suñu bakkan moom. Selon certains, le jeune homme était un revendeur de bazar et menait son business hors du marché. Les marchands de tissus de Tilène invitent leurs camarades à se soustraire au règlement du marché. Ils exigent aussi de la part de l'État des sanctions exemplaires contre ces bavures policières. Je pense que si on se limitait juste à aller acheter des marchandises légalement et revendre, on aurait pu éviter des problèmes. Mais il y a de ces genres de business qui nous conduisent directement vers des erreurs. Nous sommes les derniers à vivre ces bavures policières. On a vu le cas des élèves et étudiants. La police, au lieu d'être là pour assurer notre sécurité, malheureusement, elle nous réprimande. C'est pas du tout normal. Des cas de torture répétés commencent à faire monnaie courante au Sénégal. Les commerçants du marché Tilène appellent au secours et demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Et sachez que Serine Kosom Baké, l'un des petits-fils de Cher Ahmadou Bamba, s'est exprimé sur les meurtres qui ont donc eu lieu cette semaine. Pour lui, la religion est la solution pour stopper ces drames. Nous y reviendrons normalement dans ce journal. Et changeons radicalement de sujet. 18 députés de l'opposition se sont mis d'accord pour déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel concernant le projet de loi portant sur le parrainage. Ils le jugent antidémocratique et anticonstitutionnel. Le point tout de suite avec Yam Akoli.
Ces députés de l'opposition viennent de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel concernant le projet de loi modifiant le code électoral. Pour le leader de PASTEF, cette loi est anticonstitutionnelle et antidémocratique. Il y a 3 séries de griefs. Une première série qui est relative à la violation de la Constitution elle-même. Une seconde série qui est relative à la rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. Et enfin une troisième série qui viole la liberté que la Constitution accorde aux partis politiques de s'administrer et de s'organiser librement. Sur l'aspect technique, la loi du parrainage n'est pas applicable dans ce pays qui se dit démocratique, selon le professeur Issa Sall. Il me faut 10 000 électeurs ou 20 000 électeurs pour gagner les élections. On va m'en demander 100 000 ou 200 000 pour être parrainé. Donc il y a vraiment beaucoup de points techniques qui sont tout à fait très contradictoires, qui n'ont rien à voir avec la Constitution, qui fera que cette fois-ci, moi je suis très optimiste. Ces députés pensent que ce recours devrait être accepté par le Conseil constitutionnel. Nous sommes venus déposer ce recours pour mettre ce Conseil constitutionnel face à ses responsabilités. Mais nous considérons que nous devons mettre cet organe face à ses responsabilités. Nous n'ignorons pas que tous les membres de ce Conseil ont été triés sur le volet, scrupuleusement choisis par Macky Sall lui-même et conditionnés mentalement, moralement et financièrement, matériellement même, pour jouer un rôle dans le projet de confiscation du pouvoir que Macky Sall est en train de dérouler depuis quelque temps. Ce recours comporte 3 séries. La première sur la violation de la Constitution, la deuxième sur l'égalité des citoyens devant la loi et la dernière qui parle du viol de la liberté de la constitution des partis politiques. Ainsi, ces députés se disent confiants et que le Conseil constitutionnel répondra favorablement à leur recours. Voilà, et comme prévu il y a quelques minutes, écoutons sans plus tarder Serine Kosso Mbaké, le petit-fils de Gérard Amadou Bamba, au micro d'Eladji Moussa Bey. Même avec l'enseignement des valeurs cardinales qui fondent l'être humain, les gens arrivent à tuer. Il faudrait les inculquer les valeurs de la religion avec une soumission entière envers Allah pour que ces gens d'exaction puissent arrêter. Il n'y a rien d'autre qui pourrait les interdire de tuer. Donc il faut dire que l'être humain, ce qui l'éduque, c'est d'abord la croyance envers son Seigneur. Vous voyez les moyens conséquents qu'on injecte sur par exemple la Coupe du Monde avec l'appui qu'on a donné aux Lions de la Teranga. Si ce même appui avait été donné aux fidèles, toutes ces personnes n'allaient pas commettre ces exactions ou ces meurtres que l'on voit tous les jours. Nous pensons que les autorités qui dirigent ce pays doivent nous aider à inculquer les valeurs religieuses. Voilà, et après avoir fait un passage de témoin à Brasilia, Dakar s'organise déjà pour le 9e Forum mondial de l'eau qui aura donc lieu dans la capitale en 2021. Plus de 30 gouverneurs du Conseil mondial de l'eau se sont réunis dans la capitale sénégalaise pour dresser un bilan de la dernière édition et finaliser les engagements pour 2021. Aujourd'hui, 98% de la population urbaine du Sénégal aurait accès à l'eau potable. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire. C'est un sujet de Ndeye Fatimlo. Première que l'on tient cette réunion en Afrique. Elle réunit l'ensemble des gouverneurs du Conseil mondial de l'eau. Elle se tient en prélude au 9e Forum de l'eau que Dakar compte accueillir en 2021. Réunion qui verra donc dans laquelle se discutera en réalité un ensemble de points concernant dans un premier temps le bilan du 8e Forum passé à Brasilia, mais aussi les perspectives de Dakar 2021, c'est-à-dire le 9e Forum. Et cela quand même montre que le Sénégal constitue un enjeu majeur dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour que la population puisse accéder à l'eau potable. Des travaux allant dans ce sens sont en cours. Ce forum est une aubaine pour le pays. Il va permettre de mobiliser des moyens pour développer des projets pour que d'ici 2021, le problème de l'eau soit définitivement réglé au Sénégal. Sur l'urbain, on est à plus de 98%. C'est vrai que des perturbations sont notées au niveau donc de certains quartiers de Dakar,
mais perturbations qui sont en train de connaître une évolution en réalité. Nous visons à atteindre 100%. Nous avons programmé des travaux neufs qui vont démarrer bientôt et qui permettront de régler les questions d'eau au niveau de Kédougou, de même aussi au niveau de Foundiougne. Il y a ce qu'on appelle l'initiative Dakar 2021. Ces initiatives-là, en réalité, nous permettront de développer des programmes et des projets pour qu'en 2021, qu'on ne connaisse plus ces questions donc de problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement. Un protocole d'accord a été signé avec le Premier ministre pour finaliser l'ensemble des engagements. Le ministre de l'Hydraulique assure que tous les dispositifs nécessaires vont être pris pour faire de Dakar 2021 un grand succès. La 7e édition de la journée mondiale dédiée aux fondateurs du mouridisme a été célébrée ce vendredi. Les fidèles ont donc effectué une marche pacifique de l'unité 7 des parcelles Asseni jusqu'à la Padoua chez Serine Modou Boussodien Mbaké. Sur place pour vous, Ndayaram Touré. Des kilomètres à pied pour rendre grâce aux fondateurs du mouridisme. De l'unité 7 des parcelles Asseni à la Padoua Builders, en passant par le croisement 22, les fidèles ont scandé des chants de remerciement à l'endroit du Cheikh, toute communauté confondue. Cet acte est un acte recommandé par Dieu, parce que Serigne Touba, de mémoire d'homme, a réussi un travail extraordinaire pour l'islam. C'est la raison pour laquelle tous les mourides ont senti cette nécessité de lui rendre un hommage à la dimension de son œuvre. C'est le sens de la journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Les Français, on nous a colonisés. C'est grâce à Serigne Touba que nous sommes libérés aujourd'hui. Avec une résistance pacifique. Il a dit que je vais me battre, mais pas avec les armes, mais avec le savoir et la politesse. Pour un développement social et intellectuel, ces fidèles prônent un retour aux enseignements de Bamba. Cette 7e édition, on a appris comme Serigne Touba est Teguin, Serigne Touba est respect. L'année passée, c'était Serigne Touba et Khamkham, Serigne Touba est savoir. Raison pour laquelle on doit savoir que Serigne Touba, il est universel. Tirer profit de ce mot que nous scandons, mais dont nous ne saisissons pas encore le sens, c'est-à-dire Serigne Touba. Voilà le remède de l'humanité. Nous l'avons commencé en 2012. Et depuis le 2012, le Sénégal ne cesse de regorger de ressources naturelles. Des chants de zikr et une ambiance festive ont clôturé la marche pacifique. Prélèvement, analyse, test, les techniciens de laboratoire ont beaucoup à nous apprendre. Un métier de stress et de passion, c'est le métier de la semaine, signé par notre reporter Adiara Ndiaye. Alors pardonnez-nous pour ce petit souci technique, on va revenir sur le métier de la semaine dans quelques instants. Alors le groupe de rap Bidé ou Boubès célèbre jusqu'à demain la 3e édition du festival Vert Jaune Rouge sous le thème du civisme et de la citoyenneté. Revenons sur cet événement avec Coden Ndiaye. C'est par l'hymne national suivi d'une levée de couleurs que le groupe Bidé ou Boubès a démarré ce festival dénommé Vert, Jaune, Rouge, un événement placé sous le thème du civisme et de la citoyenneté, un festival qui se veut fédérateur de toutes les composantes de la nation autour d'un symbole commun, le drapeau national. Tous, nous allons partir, c'est le Sénégal qui va rester. Et donc, raison pour laquelle on a dénommé notre festival Vert, Jaune, Rouge, parce qu'on pouvait trouver mieux. Il y a beaucoup de festivals qui se font, mais quand même un festival qui célèbre le Sénégal, je pense que c'est une première. Donc c'est pour ça qu'on a initié le festival Vert, Jaune, Rouge avec le concours de notre mentor, Maître Massamba Gueye, qui nous donne beaucoup d'idées. Et vraiment, donc le festival suit son bonhomme de chemin. On en est aujourd'hui à la 3e édition et alhamdoulilah, ça grandit d'année en année. L'application des valeurs de civisme et de citoyenneté s'impose à tous. Selon le groupe Bidé ou Boubès, la jeunesse reste la cible privilégiée pour s'approprier de ces valeurs. Demain commence par maintenant et ça commence par les jeunes aussi. Donc on s'est dit que bon, il y a peut-être d'autres tranches d'âge qui vont venir, mais les jeunes sont beaucoup plus concernés par les messages de civisme et de citoyenneté, parce que comme je l'ai dit à votre confrère, il ne faut pas attendre de me dire qu'il faut que le gouvernement ou bien les autres fassent quelque chose. Donc il faut essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays.
Ce festival est aussi une occasion pour le groupe de rap de faire la promotion des produits locaux dans différents domaines. Il y aura la foire des produits locaux, toujours pour représenter le Sénégal, pour dire quand même qu'il faut valoriser les produits locaux. Si je dis produits locaux, c'est par rapport à l'agriculture, par rapport à l'élevage, par rapport aux artisans. Le groupe Bidou Boubès espère décentraliser cet événement à l'intérieur du pays tout en gardant comme symbole la place du souvenir. Voilà, et je vous l'annonçais donc il y a quelques instants, c'est le moment du métier de la semaine, technicien de laboratoire, signé Adjaran Ndiaye. Ils sont derrière les médecins pour les appuyer. Ils sont souvent taquinés dans leur jargon comme des médecins sans patients. Mais c'est eux qui valident les diagnostics des médecins, pas par la parole, mais par les résultats. Techniciens supérieurs de laboratoire, on les appelle. La plupart du temps, on demande au malade de venir à jeun. Voilà. Donc, quand on le reçoit, s'il s'agit d'un prélèvement sanguin, on fait le prélèvement sanguin. S'il s'agit d'autres prélèvements, par exemple urine, on donne les instruments adéquats pour recueillir les urines. S'il s'agit des selles, la même chose, on remet les instruments adéquats pour recueillir les selles. Et après, on procède à l'enregistrement, au dépouillement, si je peux dire, et maintenant à la phase de traitement qui est l'analyse. Pour les analyses de sang, ces professionnels ont besoin spécifiquement d'une seule partie du sang prélevé. En fonction de la pathologie qu'on recherche, il y a une partie du sang qui nous intéresse. Donc à chaque fois qu'on prend un tube, en fonction de l'analyse qu'on doit faire subir au patient, il y a un tube bien déterminé pour cette analyse-là et il y a une partie aussi bien déterminée de ce tube-là qui nous permet d'effectuer les analyses. Après le prélèvement, on laisse le temps au tube de bien coaguler et de bien décanter. Ensuite, c'est la centrifugation dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça qui nous permet de répartir les différents compartiments du sang. Dès que les prélèvements sont faits, pour chaque patient, on est affecté un numéro. Et maintenant, à partir de ce numéro, qu'on va faire les analyses. Parce que ce sera vraiment difficile de regarder le nom du patient, tout ça. Donc, c'est à partir de ce numéro qu'on lui donne qu'on va faire toutes les analyses qu'on doit faire pour lui. Ils utilisent des tubes pour effectuer leur travail, mais chacun d'entre eux a une fonction bien précise. Quand on vous dit tube gris, c'est les tubes avec fluorure, c'est-à-dire l'anticoagulant. Fluorure, c'est les tubes destinés à faire la glycémie. Si vous avez des tubes au bouchon violet, c'est des tubes pour sang total, pour les numérations formules, les groupages, les tests d'Emel, généralement l'hématologie. Si vous avez des tubes orange, rouge, ça c'est des tubes secs où il n'y a pas d'anticoagulant. Donc c'est des tubes qui sont destinés à certaines analyses pour lesquelles on a surtout besoin de sérum. Maintenant, ça continue. Si vous avez des tubes verts, c'est des tubes héparinés. Eux aussi, ils ont une certaine destination. Pour mieux s'organiser dans le travail, ces techniciens sont répartis en différents groupes. Chaque lot est appelé paillasse. Dans chaque secteur, on a un calendrier bien précis des techniciens qui doivent effectuer ce travail-là au jour le jour. Nous sommes polyvalents. C'est-à-dire moi, je sais faire les prélèvements. Je sais faire telle analyse. Je peux faire toutes les analyses que l'on fait au labo. Et c'est le cas presque de tous les techniciens qui sont là. Donc c'est pourquoi à tour de rôle, on fait la rotation. Parce que les tâches ne sont pas les mêmes. Il y a des tâches plus difficiles que les autres. Même s'ils ont toutes les machines à leur disposition pour fournir les résultats, ces professionnels en laboratoire médical sont tout le temps stressés. On manipule des solutions pathologiques, donc des sérums ou des gens infectés de on ne sait quoi. Donc pour les manipuler, il faut souvent y aller d'abord avec les gants. Même avec les gants, on n'est pas sécurisé à 100%, mais quand même. Si vous avez une blessure ouverte et que vous ne portez pas de gants, vous pouvez avoir une contamination. Vous pouvez par accident vous piquer. Une fois tu manipules, le tube se renverse, ou bien des fois quand on fait le prélèvement, tu te piques. Mais ce qui nous garantit des fois, je peux dire entre guillemets, vous voyez, nous avons nos gants,
Et des fois aussi, comme le responsable l'avait dit, on porte des masques, tout cela. Un contact permanent avec le sang des malades, ils sont exposés à la contamination. Comme le malade, nous on est stressés de pouvoir produire des résultats justes. La justesse des résultats nous incombe. Quand vous êtes dans un labo, vous rentrez avec l'arrière-pensée, est-ce que mes résultats sont bons? Est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Est-ce que interminable? Malgré ces risques, ils disent qu'ils ne sont pas bien payés. On peut dire alhamdoulilah. Bon, on se plaint. Ça, on le dit, on se plaint. Peut-être ailleurs, mais au Sénégal, hein. Bon. Il va au début avec la passion, ça nous pousse à intégrer ce métier-là, mais bon, si c'est côté paye, ça ne paye pas trop quand même. Il recommande d'ailleurs aux jeunes qui veulent opter cette profession d'avoir la passion et ne pas se focaliser sur l'argent. C'est un métier qu'on doit aimer. C'est vrai que quelque part aujourd'hui, c'est difficile de trouver du boulot, que les gens n'y viennent pas par vocation ou bien par amour. Les gens tapent à n'importe quelle porte. Mais dès l'instant que vous entrez dans un labo, il faut l'aimer. Voilà, et s'y consacrer carrément. Si tu aimes l'argent, là je te dis non, il ne faut pas venir ici. Il faut chercher autre chose. Mais si tu aimes la santé, adorer la santé, non, là, je les encourage vraiment. Le sang, le sel, la salive, l'urine, chaque prélèvement dépend de l'analyse que le médecin a prescrite à son patient. Et pour la plupart de ces analyses, les malades sont conseillés de venir à jeûne afin que le diagnostic du médecin soit respecté scrupuleusement. Merci beaucoup Adjara Ndiaye. Et la Coupe du Monde se poursuit avec son lot de surprises. Après un début mitigé des équipes favorites, certains joueurs très attendus comme Mohamed Salah et Lionel Messi sont malheureusement passés à côté de leur mondial. En attendons-nous trop des têtes d'affiche en oubliant qu'il s'agit d'un sport collectif? Avons-nous sous-estimé trop d'équipes qui finalement vaudraient autant que les favorites? Écoutons donc des experts du foot répondre à nos questions dans ce reportage d'Ibrahima Fall. Devant leur écran, pour suivre convenablement la Coupe du Monde, Moussa Ndiaye, ancien international sénégalais, Ali Mal, ancien entraîneur de l'US Gorée. Les surprises de cette compétition, à l'instar de l'Argentine, ne laissent pas indifférents ces deux techniciens. Toutes les équipes se valent selon ces anciens internationaux. Pour ce mondial-là, il y a beaucoup de surprises parce que les supposées grandes équipes ont des problèmes. En plus, ce qu'on constate, presque tout le monde le voit, ces grandes équipes-là sont confrontées à des problèmes. Si l'équipe adverse joue le bloc bas, c'est ça le seul problème, parce qu'il n'y a pas d'espace pour courir, les équipes ne laissent pas assez d'espace. Certaines équipes placent aussi un bloc médian, il n'y a pas assez d'espace pour courir ou bien pour prendre l'espace. Je pense que ça a posé des problèmes à beaucoup d'équipes européennes.